Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Jean-Christophe Repon qui préside la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, rénovation énergétique, mesures d'aide sur la facture d'électricité annoncée par le gouvernement, attractivité des métiers du bâtiment. Beaucoup de thèmes à aborder avec lui dans moins d'une minute. Notre débat, il portera sur la colocation intergénérationnelle avec l'exemple de la start-up Colette qui vient de lever 3 millions d'euros pour développer cette activité. Et puis dans notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables, vous découvrirez Give, l'appli de dons entre particuliers. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Jean-Christophe Repon, vous êtes chef d'entreprise, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ancien rugbyman professionnel aussi, je le rappelle à chaque fois, champion de France avec Toulon en 1992, ça pose le bonhomme un petit peu quand même. Avec la CAPEB, vous représentez près de 60 000 entreprises. Je voudrais commencer sur ce qui est central et ce dont on parle si souvent dans cette émission, la rénovation énergétique. Elle dépend en grande partie de ces artisans, de ces PME ? Le tissu économique du bâtiment est constitué de 95% d'entreprises artisanales, ce qui veut dire que, inévitablement, si pour l'État et pour les citoyens la transition énergétique est une priorité, elle ne se fera qu'avec les artisans du bâtiment et que je représente, et vous l'avez dit, à plus de 60 000 entreprises adhérentes. Et donc, oui, pour nous, c'est une priorité. On s'est formé depuis plus de 10 ans sur les compétences spécifiques à la transition énergétique avec des moyens mis par les pollueurs sur le marché. Donc, nous avons un stock d'entreprises formées. Puis, quand on fait de la rénovation énergétique, en fait, on ne fait que de mettre dans les règles de l'art nos compétences, c'est-à-dire les BTU, et mettre en place nos diplômes. Donc ça veut dire que isoler, ventiler, réguler un habitat, c'est quand même des métiers, je dirais, de base, régaliens de notre activité. Et donc nous sommes prioritairement engagés dans la démarche du RGE et de la transition énergétique. Après, le marché a tardé à démarrer, et puis les dossiers complexes, jugés complexes par les artisans, n'a pas aidé à amener le maximum d'artisans vers ce marché-là au début. Ouais. RGE, on va en parler dans un instant, le label reconnu garant de l'environnement. Effectivement, je vais redonner quelques chiffres. Vous l'avez dit, 95-96% des entreprises du secteur sont des PME, des TPE. Ça représente 47% des salariés, 78% des apprentis formés, voilà un rôle essentiel, et 46% du chiffre d'affaires. On peut faire maintenant un zoom ensemble sur MaPrimeRénov'. Ça marche ou alors c'est trop compliqué à mettre en œuvre? Est-ce que c'est un peu ce que vous décriviez en disant parfois on s'y perd? Ça commence à marcher, c'est-à-dire qu'en volume, en nombre de dossiers portés par l'ANA actuellement, c'est plutôt correct. Après, nous, ce qui nous désole, et sur le domaine sur lequel on travaille, c'est de dire qu'on n'a pas plus d'entreprises dites qualifiées, ce que vous disiez, RGE, que nous avions quand nous avions 200 000 gestes. En gros, MaPrimeRénov' est passé de 200 000 gestes à 800 000 gestes, et nous avons le même nombre d'entreprises qui font ces 800 000 gestes. Ce qui veut dire que pour nous, c'est une déception, et on voudrait qu'on ait de plus en plus d'artisans qui rentrent dans cette démarche. Et donc, le constat que l'on fait, c'est que, et en délai de paiement, on avait il y a quelques années des longs délais de paiement, et depuis le mois de mai, on a à nouveau des délais de paiement très longs. Donc, ça veut dire que l'artisan réfléchit à 2 fois avant que de rentrer dans une démarche de dossiers compliqués, de capacité à ne pas avoir MaPrimeRénov', et vous avez vu les plaintes qui ont été déposées par des consommateurs, plus de 500 dossiers de plaintes qui n'ont jamais trouvé leur prime. Et donc on a des artisans qui sont très attentifs au chantier et au monde économique, et donc à la potentialité de ce chantier-là, mais qui voient aussi beaucoup de difficultés à monter le dossier, à être qualifié, à valider les audits, et puis derrière à attendre d'être payé. Donc, donc pardon de vous interrompre, si je vous comprends bien, s'il n'y a pas plus d'artisans avec ce label RGE, reconnu garant de l'environnement, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas toucher leur part de MaPrimeRénov'. C'est bien ce qui est en train de se passer.
Si on est mandataire, on a peur de ne pas toucher MaPrimeRénov', et si on est juste au montage du dossier, c'est le client qui touche MaPrimeRénov', qui touche l'argent de MaPrimeRénov', et lui, s'il tarde à être réglé, ben nous aussi, notre facture est décalée d'autant. Donc c'est tout un contexte qui fait que, vous l'avez redit, 96% du milieu du bâtiment sont des artisans. Je ne pense pas qu'il y ait 96% d'artisans incompétents ou non qualifiés, et donc s'il n'y a que 51 000 entreprises qualifiées, c'est que le marché n'était ou pas présent ou que trop complexe. Et donc on demande encore à l'État de simplifier le dossier, qu'on ait la partie administrative, qu'on soit contrôlé et contrôlé sur la qualité du chantier et les objectifs. Ça ne nous pose aucun problème, nous artisans. Ce qui nous pose problème, c'est de monter des dossiers assez compliqués et que, en fait, on ait la même obligation que les grands groupes. En gros, la SARL répond maintenant à un salarié, eh bien, Bouygues a les mêmes contraintes sur le RGE que la SARL répond. Et ça, je trouve ça juste inadmissible, si ce n'est à vouloir organiser le marché par les grands groupes ou les PME. Est-ce que, justement, vous souffrez, votre entreprise, elle souffre directement de l'inflation, la hausse des coûts des matières premières et la hausse du coût de l'énergie? Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre? Bien évidemment que nous souffrons depuis plus de 2 ans de la hausse des prix des matériaux. Nous avons connu, nous, en avance de l'ensemble de la société, une hausse dès la sortie du Covid sur les matériaux, et notamment le bois au début, puis après l'acier. Et donc nous avons vécu depuis février 2020 une augmentation des prix assez importante. Encore le dernier trimestre, le deuxième trimestre 2022, une augmentation de 26% de nos prix en moyenne. Et nous allons faire une conférence de presse le 9 novembre. Nous donnerons la tendance fin 2022 et début 2023 pour dire attention aux artisans d'être très vigilants sur leur prix de revient, parce que nous serons obligés, ce que nous n'avons pas fait la première année, plus fait la deuxième année, d'impacter nos prix de devis et factures auprès des particuliers, de nos clients, de l'augmentation du prix d'achat des matériaux, plus la pénurie. Donc ça fait que les artisans ont de l'activité, mais ont des difficultés à s'approvisionner, à travailler en temps et en heure. Et je sais qu'on a souvent mauvaise presse sur le délai de traitement de dossier, mais pour le coup, on n'est pas les seuls responsables depuis quelque temps. Et puis derrière, nous sommes très vigilants à maintenir l'activité et donc à regarder que notre dernière ligne de devis ne soit pas trop importante pour les particuliers. Oui, le gouvernement vient d'annoncer, a mis en place on va dire un bouclier énergétique à destination justement des TPE et des PME. Vous avez commencé à regarder, ça a l'air assez simple d'utilisation? De l'annonce qui a été faite et par le président Macron mercredi soir et Madame Borne hier, entre la semaine dernière, les réunions qu'on avait eues techniques avec les ministères sur ce bouclier énergétique, la satisfaction première, mais on va regarder plus en détail ce qui sera écrit, c'est que les TPE sont aussi maintenant dans la mesure de sauvegarde et de bouclier. La première fois, nous étions très éloignés puisqu'il fallait avoir plus de 3% de charge d'énergie dans nos charges d'entreprise, donc on n'était pas qualifiés. Et souvent, on était aussi au-delà des 36 kW de tarification. Donc là, maintenant, si j'ai bien compris ce qui a été expliqué par la Première ministre hier, les TPE, donc les moins de 10 salariés que je représente particulièrement, seront impactés par une hausse de l'augmentation de l'énergie de 15%, et ce sont les énergéticiens qui traiteront directement la problématique facture avec l'État. Donc du coup, ça veut dire aussi une simplification pour nous, et si c'est ça qui arrive demain, nous sommes plutôt très satisfaits, alors que dans les premiers échanges et les arbitrages avec Bruno Le Maire, nous étions encore en dehors du spectre. Il y a un dernier thème dont je voudrais parler avec vous, Jean-Christophe Repon, c'est le recrutement, métier en tension. Mais enfin, toute l'économie française est devenue en tension ces derniers mois. Comment rendre les métiers du bâtiment plus attractifs? Est-ce que le premier levier, c'est forcément et toujours le salaire? Nous pensons que ce n'est pas uniquement le salaire, bien que nous mettons beaucoup d'énergie à ce que nos salaires dans le bâtiment, et puis vous le regardez dès l'apprentissage, nous sommes au-delà des grilles de salaire d'autres secteurs dans l'apprentissage, et nous avons aussi des grilles de salaire négociées région par région qui sont plus qu'honorables par rapport à la grille de base du SMIC. Donc nous payons bien normalement nos salaires dans l'artisanat du bâtiment, nos salariés dans l'artisanat du bâtiment. Mais en dehors de cette attractivité du salaire qui est non négligeable, il y a, je pense, donner aussi un sens à sa vie dans l'entreprise. Et nous avons, dans nos entreprises artisanales du bâtiment,
un secteur, un domaine économique, un volume économique de petite taille qui fait que, logiquement, dans l'entreprise artisanale, il fait bon vivre et le salarié est avec le chef d'entreprise à la production et partie prenante dans, justement, notamment, un challenge important, la transition énergétique. Ça veut dire qu'on engage les jeunes à rejoindre le bâtiment, mais plus particulièrement le modèle économique de l'entreprise artisanale, qu'ils soient salariés ou créateurs d'entreprise. On aura besoin de beaucoup de créateurs d'entreprise dans les années qui viennent, puisque quand on voit les potentiels de métiers et de création d'emplois dans l'artisanat du bâtiment et dans la transition énergétique, c'est 300 000 emplois dans les 10, 20, 30 ans à venir. Ce qui veut dire que donner un sens à sa vie en proximité, donner un rapport humain dans l'entreprise artisanale, c'est rejoindre l'artisanat du bâtiment dans la transition énergétique, dans le modèle citoyen, mais également aussi dans le partage de la richesse qui paraît bien plus intéressant dans l'entreprise artisanale que dans des grands groupes pour pouvoir s'épanouir. Donc nous luttons beaucoup sur l'image difficile des métiers du bâtiment, puisque nous avons des métiers de plus en plus aidés, qui sont de plus en plus mécanisés, et donc il me semble que pour les jeunes, ce sont des perspectives très intéressantes. Merci beaucoup Jean-Christophe Repon, et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre débat pour parler de colocation intergénérationnelle. Le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Justine Renaudet, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Colette. À vos côtés, Andreas Gall, bonjour. Bienvenue bonjour. À vous aussi, le directeur général délégué de la société de gestion Xange. On va présenter Colette en quelques mots, créée en 2020 avec David Josette et Alexandre Gosset. C'est quoi le principe déjà ? Oui, alors le principe, c'est de la cohabitation entre générations. Donc concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Donc rien qu'à Paris, typiquement, il y a plus de 100 000 seniors qui disposent vraiment d'une chambre vide. Donc c'est vraiment un réservoir inexploité de logement pour les jeunes. Comment ça marche ? C'est une plateforme numérique, tout simplement ? Vous faites la mise en contact, quoi ? Tout à fait. On est une plateforme en ligne, donc ce qu'on appelle un peu dans le jargon la marketplace. Donc on propose des offres de chambres chez l'habitant et on a des jeunes qui vont venir s'inscrire. Et après une phase de complétion de profil, ils vont pouvoir faire leur demande de logement chez l'habitant. Alors, on va comprendre pourquoi vous êtes là ensemble tous les deux, et ça va démarrer dès maintenant, Andreas Gall, puisque vous allez nous présenter Xange, et surtout le fonds Mutuel Impact, fonds financé par, je crois, plus de 60 mutuelles. 63 mutuelles. Voilà, soyons précis, dédié à l'impact, mais dans quel domaine ? Expliquez-nous. Alors, on est orienté santé à impact sociétal. Oui. Ce fonds a été monté à l'initiative de la Mutualité française, donc le premier financeur de la santé en France, et on a disons trois piliers principaux. Le premier, c'est tout ce qui est santé, qualité des soins, aidants, soignants, parcours patient. Le second, c'est tout ce qui touche à la prévention, qui est un énorme sujet aujourd'hui. On a découvert enfin que pour être en bonne santé, il valait mieux prévenir que guérir. Et on redécouvre à l'usage, effectivement, que la prévention, ça va de la santé environnementale, en passant l'activité physique adaptée, en revenant par le sommeil, etc., etc. Et puis le troisième pilier, c'est tout ce qui touche aux populations en perte d'autonomie. Donc là, on va parler de dépendance, de handicap et de troubles psychologiques. Et dans le cas de Colette, on est en plein dans cette logique-là. Ouais. Vous êtes à l'origine de la création de ce Mutuel Impact. Pourquoi vous l'avez créé ? Il y avait des trous dans la raquette ? Vous vous êtes dit il y a un vrai besoin, il faut le combler ? Alors, on avait depuis 12 ans chez Xange lancé une practice impact. Et dans cette practice impact, on avait ce sujet de la santé qui était un des sujets majeurs autour duquel on tournait. Et quand la Mutualité française a décidé de lancer son fonds, on a postulé pour prendre la gestion de ce fonds, pour aller encore plus loin. Et quand on regarde, ce fonds va faire dans les prochains jours à peu près une petite centaine de millions d'euros. Ouais. En réalité, c'est un gros montant dans l'impact. Et c'est un levier de transformation qui est majeur. Oui, majeur. Et puis on voit bien aussi que dans l'impact, on est dans une maturation du segment qui est très forte, et que cette maturation passe par des tailles de fonds plus fortes et des montants investis plus forts.
pour accompagner des gens fantastiques. Bah oui, c'est ça, et on va pouvoir faire un focus évidemment sur Colette avec Mutuelle à l'impact à la manœuvre. Vous venez de lever 3 millions d'euros, on va y revenir. Je voudrais d'abord bien comprendre votre modèle économique. Qui sont vos clients, qui payent en quelque sorte? Oui, tout à fait. Alors nous, Colette, on prélève 15% de frais de service sur les loyers perçus par les hôtes, Ouais. et nous prélevons aussi du côté du jeune 38 € par mois de location de frais de service. Donc typiquement, comment ça fonctionne? Les jeunes payent en ligne, Colette prélève au passage, donc c'est 15% du côté de l'hôte, c'est 38 € du côté du jeune, et reverse directement le loyer aux hôtes sur leur compte bancaire. Ouais. On voit bien l'avantage pour les hôtes, parce que c'est un loyer qui rentre. Pour les étudiants, c'est un peu moins cher que de trouver, je sais pas, une colocation un peu classique. Quel est l'avantage pour un étudiant? Pour les étudiants, c'est bien sûr moins cher, typiquement 35% moins cher que la location d'un studio classique à Paris qui tourne autour de 860 € par mois. Donc tout compris, vous pouvez trouver une chambre chez Colette pour 590 € et en plus avoir les APL parce que tous les logements sont déclarés. Ouais. Et puis il y a l'humain, quoi. C'est peut-être le plus important. Moi, je suis un peu, voilà, je suis un peu sur les focus sur les prix, mais il y a l'humain, quoi. Voilà, tout à fait. J'allais y venir. C'est vrai qu'on parle souvent de la solitude des aînés, mais il faut voir que les jeunes aussi souffrent de solitude, et un jeune qui débarque dans une ville qu'il ne connaît pas, c'est vraiment un pilier que d'avoir quelqu'un à la maison qui va le conseiller, transmettre des choses, et ça donne un cadre aussi d'études favorable en fait, plutôt qu'une chambre de bonne sous les combles. C'est très agréable. Andreas Gall, qu'est-ce qui vous a séduit chez Colette? Pourquoi vous y investissez? Alors, d'abord, l'équipe de fondateurs, évidemment, Justine, mais vous n'avez pas vu Alexandre et David, mais les trois ont une dynamique et un côté solaire, quoi, donc ça, c'est le premier sujet, évidemment. Le deuxième sujet, c'est comme on est dans l'impact, on s'est toujours posé la question de savoir comment on fait du bien et comment on mesure le bien qu'on fait. Donc quand Justine l'a dit, mais l'aspect financier est un aspect important. Ça permet le maintien à domicile. Et le maintien à domicile, c'est l'assurance d'une espérance de vie plus longue et probablement une espérance de vie en bonne santé plus longue. Donc le fait de rompre la solitude permet d'éviter ces troubles cognitifs qui viennent plus tôt, qui viennent polluer la vie des seniors. Le deuxième sujet qui vient derrière, c'est cette notion de lien intergénérationnel. En réalité, on parle de lien intergénérationnel et pas que de colocation. Et la question de la santé mentale des jeunes est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention dans le Fonds Mutuel Impact. Et on s'aperçoit que la situation s'est énormément dégradée depuis 2020 et qu'elle est parvenue à la normale. Donc, quelque part, on a aussi cette logique de transmission, de passage qui est super importante pour nous. Mais est-ce que vous diriez presque que le concept a été créé pour les seniors et qui fait plus de bien aux jeunes? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu des surprises de ce côté-là? Mais en fait, c'est né quand même d'un double constat. Donc, à la fois le problème d'isolement et de solitude des seniors, mais étant jeunes, des jeunes cofondateurs, quand même, on a la trentaine, on se souvient de nos années de galère pour trouver des logements et des conditions qui n'étaient pas forcément très bonnes. Donc, finalement, ayant vécu ça, on avait aussi cette ambition d'aider les jeunes aussi par l'activité de Colette. Donc, ça a toujours été quand même cette double problématique qu'on avait en tête. Ouais. Donc, vous avez levé 3 millions d'euros. C'est votre second tour de table, si je ne me trompe. Quelle est la stratégie de développement liée à cette levée de fonds? Oui. Alors, tout d'abord... Parce que pour les convaincre, il a fallu, j'imagine, présenter une stratégie complexe. Oui, absolument. Ouais. La stratégie, ça va être, dans un premier temps, d'enfoncer le clou sur une zone qu'on développe depuis les origines de Colette, qui est Paris et l'Île-de-France. Ouais. Pourquoi alors, évidemment, on a l'ambition de s'étendre ailleurs en France, et même on a des ambitions européennes et même mondiales, si je puis dire. Mais le but, ça va vraiment être d'enfoncer le clou sur Paris. Comme je le disais précédemment, on a plus de 100 000 seniors qui ont une chambre vide chez eux. C'est énorme, c'est un potentiel énorme à aller développer. Et tous les ans, Paris et l'Île-de-France, c'est plus de 700 000 étudiants. Donc on a vraiment de quoi faire sur cette zone. Donc c'est le but premier de Colette avec cette levée aujourd'hui. Comment vous allez les accompagner? Ça consiste en quoi? Il y a évidemment les 3 millions d'euros, c'est le plus important, mais ensuite? Oui, alors... Le Fonds Mutuel Impact, il a une caractéristique, c'est qu'il a 63 mutuelles à son capital. Oui. Alors, 63 mutuelles sur lesquelles nous, on a bâti toute une stratégie d'accélération des entreprises financées. Et dans le cas de Colette,
on a tout de suite identifié que dans les adhérents des mutuelles, la moyenne d'âge était assez élevée. Et donc, on a aussi identifié que les mutuelles avaient un rôle sur l'accompagnement des assurances, emprunteurs, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de trouver avec eux les moyens de les accélérer à la fois de façon classique, comme une boîte innovante classique, mais en même temps d'aller chercher avec cette capacité d'accélération chez les mutuelles, les moyens d'augmenter leur chiffre d'affaires et de trouver des rapidités de mise en œuvre plus grandes. Et puis, un point qui me paraît important, la logique de colocation intergénérationnelle, c'est une logique de tiers de confiance entre les générations. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer en réalité du match correct de la personne âgée et de la personne jeune qui va habiter en son logement. Donc ce qu'on essaye de faire, et là où on peut faire gagner des points à Colette, c'est de les aider dans cette logique de créer la confiance à tout prix grâce à ces financeurs. Des financeurs qui s'intéressent à l'activité de la boîte, non pas uniquement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue impact. Mais est-ce que ça veut dire, là je rentre un peu dans le détail, mais c'est un accès au carnet d'adresse, au carnet client de ces 63 mutuelles? Il y a ça dans il y a plus que ça, c'est faire des rendez-vous avec les mutuelles de façon privilégiée, en one-to-one et en global. C'est animer cette relation régulièrement en faisant des réunions entrepreneurs mutuelles de façon globale. C'est un rôle de la mutualité française qui accompagne cette accélération et qui met en œuvre tout ce qu'elle peut pour générer de l'activité. Et au-delà de l'activité, générer des capacités à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi. Parce que quand on comprend ce qui ne marche pas, on évite de perdre du temps. Donc on a vraiment toute cette logique d'accessibilité aux réflexions des mutuelles, que ce soit dans leur direction des ressources humaines, leur direction des garanties, leur direction de l'innovation, etc. etc. Il y a combien de chambres proposées sur la plateforme aujourd'hui? Environ 1000 actuellement. Environ 1000, parce que je vois les objectifs 2024 que vous affichez, 5000 chambres proposées et un nombre de binômes multiplié par 3. Ça suppose, vous avez parlé du focus sur la région parisienne, ça suppose aussi d'aller voir en dehors des frontières françaises éventuellement? Alors, c'est l'ambition à terme, mais encore une fois, là, on pense que Paris est un terrain de jeu encore sous-exploité pour développer la cohabitation entre générations à grande échelle sur cette zone. Donc ça, c'est vraiment des chiffres en fait, qu'on veut aller atteindre sur Paris et l'Île-de-France. On a vraiment de quoi faire. Et les autres grandes villes françaises, il n'y a pas le même potentiel? On peut imaginer que ce qui va marcher à Paris peut marcher à Lyon, Marseille ou ailleurs, quoi. Ouais, tout à fait. Disons que il faut une savante équation dans les autres villes, donc suffisamment d'étudiants présents, suffisamment de seniors, une tension sur le logement importante, des prix très élevés. Voilà, toutes les villes qui vraiment ont cette similarité finalement avec Paris sont des villes potentiellement intéressantes pour notre proposition de valeur. Aujourd'hui, vous commencez à vous développer dans ces villes? Tout à fait, par Lyon et Bordeaux. Là où on est encore en train d'explorer justement les potentialités sur ces zones-là. Et donc, voilà, ça reste encore à prouver sur ces zones-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon vent à Colette. On passe à Smart Ideas, le don au programme. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Florian Blanc qui est avec nous en visioconférence depuis Bordeaux, le cofondateur de Give. Bonjour, bienvenue. Question traditionnelle dans cette rubrique. Quand, avec qui et surtout pourquoi vous l'avez créé, Give? Bonjour Thomas. Alors avec mon associé Hakim Baka, on a lancé l'application Give en 2017. On avait créé la société un an auparavant en 2016. Et en fait, donc pourquoi on a décidé de lancer une application de don d'objets entre particuliers? En fait, à l'époque, on avait fait le constat que, alors moi j'habitais Paris, mon associé y a habité aussi, et qu'on retrouvait beaucoup d'objets en très bon état sur les trottoirs. Et que si ces objets se retrouvaient sur les trottoirs, c'est que forcément les gens qui les y laissaient étaient un peu à court d'options pour se débarrasser facilement des objets qu'ils n'utilisaient plus. Et en fait, voilà, on a eu l'idée de créer une plateforme axée autour du don et qui permettrait de très facilement, très rapidement donner une seconde vie à tous les objets dont on est amené à se débarrasser. Et voilà, l'application est née en 2017. Alors comment ça marche justement? Ça passe par l'appli. Moi j'ai, je vous dis n'importe quoi, des chaises par exemple à donner. Il faut que je fasse des photos. Comment ça fonctionne?
Alors, c'est très très simple. On crée une annonce en quelques clics et en quelques secondes. Donc effectivement, une photo, une description. On est géolocalisé, même si l'adresse n'est pas rendue publique. Elle apparaît autour des utilisateurs. Et puis les personnes qui sont intéressées, qui voient l'annonce, vous contactent, vous prenez rendez-vous. Et honnêtement, ça peut se faire en quelques heures. Le soir même, quelqu'un passe, récupère votre objet et voilà. Et le don a été réalisé. Le principe, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, très rapide, très efficace. Et puis également, c'est l'esprit de l'application ludique et très positif parce que c'est basé autour de la générosité des gens. Quelques chiffres concernant Give, plus de 17 millions d'objets remis en circulation, plus de 700 000 aliments sauvés de la poubelle et plus de 3 700 000 utilisateurs. Je voudrais me concentrer sur ces aliments parce qu'il y a quand même un défi sanitaire, je ne sais pas, la chaîne du froid, enfin comment vous réglez ça ? Alors déjà, il y a en grande partie, on va dire, il y a le bon sens des gens et des utilisateurs. Une des consignes données, c'est vous ne donnez que ce que vous pourriez consommer. Donc c'est la première chose. Après, effectivement, nous on a mis en place quelques garde-fous. On a des conditions générales d'utilisation. Il y a certains types d'aliments qui peuvent être à risque, qui ne sont pas autorisés sur la plateforme, sachant que nous on modère tout le contenu, on modère toutes les annonces. Et puis dans les faits, quand on regarde un petit peu ce qui est posté en termes de nourriture, c'est quand même en grande majorité des aliments secs, des conserves, des choses pas entamées. En fait, quand on regarde les statistiques, alors les Français gaspillent en moyenne 30 kilos de nourriture par an, par Français. Et dans ces 30 kilos, il y a 7 kilos d'aliments non déballés et non entamés. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on retrouve énormément sur la plateforme. Qu'est-ce qui se donne le plus sur Give ? Alors, sur Give, en fait, on va retrouver toute la typologie d'objets dont les gens sont amenés à se débarrasser. Donc, ça peut être des meubles, de l'électroménager, des vêtements, des livres, des jouets, etc. Alors, forcément, tout ce qui est à rotation rapide, par exemple la puériculture, on a beaucoup d'éléments de puériculture, des vêtements pour enfants, etc. Beaucoup de livres, de DVD, de choses comme ça, mais voilà, on va vraiment retrouver tous les types d'objets, des jouets à l'approche de Noël, ça va arriver vite, donc beaucoup de jouets aussi, beaucoup d'objets. Alors pour bien comprendre, Give, c'est une entreprise, c'est une association, c'est quoi le modèle économique ? Alors Give, on est une entreprise basée à Bordeaux et on emploie plus d'une quinzaine de salariés. Et donc effectivement, il y a nécessité d'avoir un modèle économique en face pour pouvoir pérenniser l'activité et pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, le modèle économique, il est assez simple. Il repose sur 3 axes. Le premier, c'est un petit peu de publicité pour permettre de rendre une gratuité de la plateforme pour la plupart des fonctionnalités. Pour aller un petit peu plus loin dans son utilisation et avoir accès à un peu plus de contenu, on propose un abonnement payant, qui est pour une somme très modique. Et donc la proposition de valeur, c'est meubler votre appartement pour quelques euros. Donc voilà, on peut s'abonner. Et puis à côté de ça, on travaille aussi avec les entreprises parce qu'il y a énormément de problématiques liées au réemploi au sein des entreprises. Nous, notre mission, c'est le réemploi. C'est pouvoir donner une seconde vie à tous les objets qui pourraient être réutilisés. Et donc, autant il y a beaucoup d'objets chez les particuliers, mais les gisements au sein des entreprises sont également énormes. Les invendus au sein des entreprises, c'est 4 milliards d'euros par an. Merci beaucoup, merci Florian Blanc et bon vent à Give. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut!